Vendredi 13 novembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et naturellement, c'est l'heure de vous informer. Le président Alassane Ouattara continue de recevoir le soutien de ses pairs africains qui reconnaissent sa victoire au lendemain de la présidentielle du 31 octobre dernier. Les présidents de l'Afrique du Sud et de la Gambie ne dérogent pas à la règle et je cite « Mes chaleureuses félicitations au président Alassane Ouattara pour son élection » ou encore « Mes vœux au président Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire » signé Adama Barrow et Cyril Ramaphosa. Alassane Ouattara a reçu hier un entretien au palais de la présidence de la République Kouadio Konan Bertin, dit Kakabe, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Les échanges ont porté sur l'élection du 31 octobre et la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. On en parle avec Jérôme Kofi Abola. Konan Kouadio Bertin dit Kakabe chez le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi au palais de la présidence. L'un des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2020 estime qu'après la bataille des urnes, il est important que l'on trouve le temps d'en tirer les leçons et Kakabe de se féliciter que le chef de l'État, fidèle à ses principes de toujours œuvrer pour la paix, soit disposé à le recevoir dans cette optique. La politique est un art qui s'exerce avec élégance. Avec élégance. C'est aussi un jeu. Et il n'y a pas de jeu au monde qui se solde par deux vainqueurs. Un match de football oppose toujours deux équipes à la fin des 90 minutes ou 120 minutes. Forcément, c'est une seule qui gagne. C'est ce que je veux que les jeunes de notre génération retiennent, et ceux de demain, que la démocratie ou la politique, ce n'est pas la guerre. J'ai appelé pour féliciter le président Alassane Ouattara pour sa réélection. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tirer les leçons de ce scrutin, mais beaucoup plus parce que j'ai écouté son message à la nation. Comme disait un autre avant lui, le bon temps était au rendez-vous de ce message. Sauf si je me trompe, j'ai eu ce sentiment que le chef de l'État est disposé à aller au dialogue, à aller à la paix. L'homme politique, le vrai, c'est celui qui sait lire les signes du temps. Les temps actuels, en tout cas les signes qu'il nous envoie, sont ceux de la paix. Il y a un temps pour la belligérance. Il y a un temps pour la bataille. Il y a un temps pour aller à la paix. Il est bon de le noter, la rencontre entre Kakabe et le président Alassane Ouattara vient juste après les échanges que le chef de l'État et son aîné Henri Konan Bédié ont eu dans le cadre d'un dialogue franc entre les deux personnalités pour la préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Toujours dans le cadre du processus de décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko a rencontré jeudi après-midi M. Assoua Adou et Danon Yéyé, tous deux proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. La rencontre faisait suite à celle entre le président de la République Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA Henri Konan Bédié. Autre chose, à présent réunie en séance plénière, la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, les sénateurs ont adopté sous la présidence de Mme Sarah Sako Fadiga, vice-présidente, la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat pour la période du 9 novembre 2020 au 22 décembre de l'année en cours. Ils ont également salué la rencontre entre le président de la République et le président du PDCI RDA, Kader Sogodogo. Sarah Fatiga Sako, vice-présidente du Sénat, présidente des séances debout, tête baissée et silencieuse. Avec elle, l'ensemble des sénateurs réunis en séance plénière à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. C'est la minute de silence à la mémoire de Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation.
un habitué des sessions du Sénat, rappelé à Dieu le 23 octobre 2020. Après cette note de tristesse, place à quelque chose de plus gai. Un standing ovation à l'honneur du président de la République Alassane Ouattara pour sa réélection à la tête de l'exécutif ivoirien. Vous l'aurez compris, c'est la rentrée des classes au Sénat après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Une séance plénière d'adoption de programmes pour le reste de l'année. La paix en Côte d'Ivoire, une préoccupation pour les sénateurs qui saluent la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié. Nous au Sénat, nous sommes les sages. Donc vous savez, sage rime avec la paix. Donc nous demandons à tous nos concitoyens, surtout aux jeunes, à la jeunesse, de ne pas se sacrifier parce que l'avenir du pays appartient aux jeunes. Donc nous leur demandons de faire la paix. C'est le pays de Félix Houphouët-Boigny, la paix. Le programme de fin d'année du Sénat sera dominé par le vote du budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, sera à la manœuvre. Et dans la région du Morono, le calme est revenu à Mbato. Les populations vont devoir apprendre à vivre à nouveau ensemble après les événements malheureux qui ont fait énormément de dégâts et de pertes en vie humaine. On retrouve encore une fois Kader Sogodogo. Mbato, c'est au pas de course, mais à travers une méthode efficace que le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a multiplié les rencontres avec les guides religieux, les chefs coutumiers et les jeunes pour amener le calme dans la localité. Avec son franc-parler connu, le commandant supérieur de la gendarmerie a rappelé à chacune des parties la nécessité d'aller à la paix. Nous nous sommes chargés de vous sécuriser et de veiller à ce que vous puissiez vivre, de veiller à ce que ici à Mbato, demain on trouve des gens à ma place dans quelques années en train d'assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on souhaite pour vous. Et pour que ça arrive, il faut que vous soyez en vie. Il ne faut pas que des gens vous trompent et vous conduisent à la mort. Quand vous allez finir de tuer 1000 de l'autre côté et qu'on a tué 100 chez vous, ça ne va pas réveiller les 100 qu'on a tués chez vous. Ça va faire du mal à la population de Mbato. C'est pour cette raison qu'on vient vers vous, pour vous tranquilliser, pour vous calmer. De sorte que les rumeurs que les gens sont en train de propager volontairement pour tuer les jeunes de la République, que vous ne soyez pas piégés par ces rumeurs. Que vous ne soyez pas piégés par des gens qui ont leurs ambitions, qui ont tout déjà dans la vie. Le commandant supérieur de la gendarmerie a mis les jeunes face à leurs responsabilités. Au terme des différentes rencontres, un comité de veille présidé par le préfet du département a été mis en place pour restaurer et maintenir la confiance entre les différentes parties et surtout lutter contre les rumeurs. Conscient que rien ne peut se construire sans la paix et la sécurité, les différentes parties se sont engagées à œuvrer pour un retour au calme et au vivre ensemble. Mon général, nous vous remercions. Le message, très bien passé. Nous allons tirer des leçons. Nous, jeunesse de Bateau, nous jeunes de Bateau, nous voulons l'avenir de demain et pour nos enfants, nous nous engageons à ce qu'il y ait la paix et que la paix demeure toujours en Bateau. Nous nous engageons ici devant tout le monde et vous avez également notre parole. Nous n'allons pas vous décevoir par la volonté de Dieu. C'est en chantant l'hymne national de Côte d'Ivoire ensemble que les jeunes de Mbato veulent amener une autre image à travers la Côte d'Ivoire et le monde entier, celle d'une population de Mbato réconciliée, et cela pour toujours. Du sport, du football et cette belle opération des éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont difficilement imposés face aux Baréas de Madagascar. La rencontre s'est déroulée à huis clos au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. Par deux fois, les éléphants ont trouvé le chemin défilé grâce à Gervinho et à Sébastien Haller. On fait le point avec Jean-Sylvain Risso et Arsène Kwasi. Gagner pour s'installer en tête du groupe K, telle était la mission des éléphants à l'heure de rencontrer l'équipe de Madagascar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Gênés considérablement par l'impact physique et tactique des Malgaches, les éléphants éprouvent des difficultés à entrer dans le match.
Il faut attendre la seconde période pour voir le match se débrider. Sur un contre rapidement mené, Gervinho débloque la situation au tableau d'affichage avec l'ouverture du score. Motivés, les poulains de Patrice Baumel ne laissent pas retomber la pression. Dans la dynamique, Sébastien Haller profite d'un bon service de Gradel pour faire le break. Baptême du feu réussi pour le sociétaire de West Ham. Mais sans être souverain dans le jeu, les Malgaches parviennent à réduire la marque grâce à Paulin Voivy. Un avantage que les coéquipiers de Serge Aurier gèrent bien jusqu'à la fin de la rencontre. De un score final, mission accomplie pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui reprennent la tête du groupe K en attendant le match retour prévu le 17 novembre à Madagascar. Et les éléphants de Côte d'Ivoire qui reprennent du coup la tête du classement de ce groupe. L'ancien président ghanéen est mort à Accra à l'âge de 73 ans hier, jeudi 12 novembre. Jerry John Rawlings est décédé hier matin à l'hôpital universitaire Korle-Bu de la capitale ghanéenne, un hôpital où il avait été admis une semaine auparavant selon plusieurs médias ghanéens. Il avait dirigé le Ghana de 1981 à 2001. Sidonie Davila. C'est une grande perte pour le Ghana et pour le continent africain. Celui dont le visage se confondait à la vie politique ghanéenne s'est éteint au moment où on s'y attendait le moins. Jerry Rawlings, à l'état civil, Jeremiah John Rawlings, est né le 22 juin 1947 à Accra d'un père écossais et d'une mère ghanéenne. On est en 1979 quand le Ghana découvre celui qui aura certainement le plus influencé son histoire contemporaine. À cette époque, il n'a que 32 ans. Il dirige le Ghana en 1979 et de 1981 à 2001. Ancien lieutenant de l'armée de l'air ghanéenne, il participe pour la première fois à un coup d'État militaire en mai 1979. Sa tentative échoue, il est arrêté puis libéré quelques semaines plus tard par un groupe d'officiers. Il organisera un nouveau putsch en juin suivant qui renversera le régime de Fred Akufo et le portera à la tête du pays. En septembre de la même année, Rawlings rend le pouvoir aux civils et Ayla Liman devient président. Mais quelques années plus tard, en décembre 1981, Rawlings reprend à nouveau les armes. Il renverse le régime de Lyman qu'il estime corrompu et prend la direction du Conseil provisoire de la Défense nationale. Durant sa gestion, Rawlings adopte une politique économique conservatrice éditée par le FMI et la Banque mondiale qui portera ses fruits sur l'économie ghanéenne. Elle affiche au début des années 1990 l'un des taux de croissance les plus élevés d'Afrique. Rawlings est élu président en 1992 et réélu en 1996. Il se retire en 2001, cédant la présidence à John Kufuor. Jerry Rawlings, âgé de 73 ans, a tiré sa révérence à l'hôpital de Korle-Bu dans la nuit du mercredi au jeudi, soit un mois après le décès de sa mère. Ce n'est qu'un au revoir. Place à présent à l'actualité internationale, alors que la tension ne cesse de monter au sommet de l'État entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'armée a mis en garde la politique et appelé les militaires à ne pas se laisser influencer. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec véhémence la campagne séditieuse concoctée dans des officines rétrogrades, mieux identifiées et bientôt détruites, a déclaré le porte-parole de l'armée congolaise, le général Léon Richard Kassonga. Et puis, hors du territoire africain, aux États-Unis, plusieurs autorités électorales américaines ont affirmé jeudi dans un communiqué commun que plus d'une semaine après la présidentielle n'avoir trouvé aucune preuve de bulletins perdus ou modifiés ou de système de vote piraté. L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis, ont indiqué ces autorités locales et nationales en charge de la sécurité du scrutin. Un communiqué commun qui contredit les accusations de fraude et émanant du président sortant Donald Trump et de son entourage.
Voilà qui referme ce point d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information, elle tient toute sa place sur RTI 1, retrouvée à 13h. Herman Guibé.